Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième webinaire de la série de webinaires du Réseau 1 2017-2018. Aujourd'hui, on a avec nous Jean-Luc Tremblay, beaucoup d'enthousiasme pour le webinaire il va nous présenter en fait le cadre de référence sur l'amélioration continue de la qualité en GMFU. Moi, mon nom c'est Mélanie-Anne Smithman, je suis étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke et puis récemment impliquée dans la fonction de renforcement des capacités du réseau 1. On vous a mis là le handle pour Twitter du réseau 1, donc n'hésitez pas si vous avez des réactions aussi à diffuser sur les médias sociaux pendant le webinaire. Jean-Luc est avec nous aujourd'hui. Jean-Luc qui a étudié en ergothérapie, donc qui est ergothérapeute, et puis après ça, qui a fait une maîtrise en administration publique à l'ENAP, et qui a ensuite travaillé dans la gestion des soins en soutien à domicile, etc., et qui est, en fait, depuis 8 mois, très, très occupé à développer le cadre de l'amélioration continue de la qualité dans les GMFU au Québec. Juste avant de commencer, je vais juste vous indiquer comment poser vos questions. Je suis certaine qu'il va en avoir beaucoup. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez nous les écrire dans la boîte. Donc, vous avez une petite boîte dans le panneau de contrôle où est-ce que vous pouvez écrire vos questions. Sinon, vous pouvez lever la main et à la fin de la présentation, on vous donnera la parole. Donc, on ouvrira vos micros pour que vous puissiez nous poser vos questions. Et puis aussi, juste vous mentionner que vous allez voir aussi dans les documents distribués dans votre panneau de contrôle, vous pouvez télécharger et le cadre de référence et la présentation de Jean-Luc. Donc, Jean-Luc, je te laisse la parole pour la présentation. Parfait. Donc, bonjour. Juste m'assurer, est-ce que Mélanie voyait bien la présentation? Oui, on voit, merci. Excellent. Donc, bonjour à tous. Dans un premier temps, merci de l'intérêt que vous portez pour l'amélioration continue de la qualité dans les groupes de médecine de famille universitaires. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette première version du cadre de référence de l'amélioration continue de la qualité. Ce que je vais souvent utiliser pour raccourcir un petit peu les présentations et tout ça, pour amélioration continue de la qualité, je vais souvent parler de ACQ et pour les groupes de médecine de famille universitaire, je vais parler de GMFU. Donc, tout de suite, préciser ces éléments-là. Mélanie-Anne vous a déjà un petit peu présenté mon portrait puis mes différentes expériences. Peut-être aussi vous indiquer que je suis chargé de session clinique là, dans le continuum de cours de collaboration interprofessionnelle à l'Université Laval depuis près d'une dizaine d'années. Et également vous nommer que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer pour cette présentation. Les objectifs de la présentation, c'est de vous faire une présentation sommaire de cette première version du cadre de référence. Puis les objectifs de ce cadre de référence-là, c'est de jeter les bases conceptuelles nécessaires pour permettre d'avoir une compréhension commune de ce qu'est l'ACQ et également de donner des indications précises quant aux rôles et responsabilités attendues des différents acteurs impliqués dans ce type d'activité. Donc, vous allez voir, la présentation va toucher dans un premier temps des volets de base conceptuelle qu'on va vous présenter sommairement et dans un deuxième temps, le volet des rôles et responsabilités. Peut-être se remettre un petit peu en contexte, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est en train de vous préparer ce cadre de référence-là. Dans un premier temps, vous rappelez que je suis entré en fonction comme conseiller cadre en amélioration continue de la qualité à la mi-mars 2017. C'est une nouvelle fonction dans le réseau de la santé et des services sociaux qui était prévue dans le cadre de gestion GMFU, le nouveau cadre de gestion qui, lui, pour sa part, a pris effet le 1er avril 2017. Et c'est dans ce cadre de gestion-là qui est prévu l'intégration des agents d'amélioration continue de la qualité. Par la suite, suite à mon entrée en fonction, là, au cours du printemps, j'ai consulté différents groupes d'acteurs clés en GMFU, donc des représentants à la fois d'usagers, de cliniciens, du monde de l'enseignement et du monde de la recherche, pour déjà me faire on pourrait dire un scan environnemental, une première compréhension en consultant différentes parties prenantes des forces des milieux, des enjeux, des réflexions à avoir autour de ça. Ce que je devais faire aussi rapidement, c'est de me former un comité aviseur. Ce comité aviseur-là, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation, dans les rôles et responsabilités des différents acteurs. Mais ce rôle aviseur-là m'a donné comme un de mes mandats prioritaires pour l'été, de développer un cadre de référence en collaboration avec plusieurs parties prenantes.
Donc, c'est ce qui a été fait au cours de l'été. J'ai coordonné la rédaction de une première version et le comité aviseur, lors de sa deuxième rencontre fin septembre 2017, a entériné, dans le fond, cette première version du cadre de référence qu'on vous présente aujourd'hui. Le cadre de référence a commencé à être diffusé dans les milieux là, au cours du mois d'octobre 2017. Et bon, j'ai différentes activités qui sont en cours pour en assurer une diffusion, dont le webinaire qu'on a aujourd'hui qui est organisé en collaboration avec Réseau 1 Québec. Et un élément qui est important, puis dans le schéma que vous avez à l'écran, c'est la petite flèche qu'on a au bout, comme quoi ça se poursuit. C'est une première version d'un cadre de référence qu'on a fait. Ce qu'on souhaite éventuellement, c'est de faire une évaluation de ce cadre-là, le faire évoluer en fonction de l'évolution des connaissances, de l'évolution des pratiques et tout ça, et du point de vue et du feedback, des rétroactions qu'on aura des différentes parties prenantes sur cette première version-là pour le faire évoluer. Donc, c'est vraiment des premières balises qu'on jette et tout ça, mais le document a vraiment une nature itérative qui va évoluer dans le temps. Donc, on va se lancer déjà sur le volet des bases conceptuelles qui sont présentées dans le cadre de référence. Dans un premier temps, le concept de qualité. On parle d'amélioration continue de la qualité. Qu'est-ce qu'on entend par qualité? Bien, il faut se rappeler que le mot qualité, le concept de qualité, il est multiforme et multidimensionnel. En santé et services sociaux, ce qu'on a retenu là, comme définition, c'est le degré auquel les services de santé pour les individus et les populations augmentent la probabilité d'atteindre des résultats de santé désirés et qui correspondent aux connaissances professionnelles actuelles. Toujours dans le concept de la qualité, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'il y a 4 types de qualité. Les 4 types, là, on les retrouve écrits blanc avec fond bleu dans le tableau. Dans un premier temps, on a la qualité voulue, qui est tout ce qu'on retrouve, normes administratives, normes cliniques, normes professionnelles, agréments, les guides de pratique, données probantes, etc. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on pourrait dire la qualité voulue. Et on a également la qualité attendue, qui est tout aussi importante. Quand on parle des attentes des usagers, attentes de l'équipe médicale, des autres professionnels de l'équipe et également des partenaires du milieu. Donc, la qualité voulue et la qualité attendue, on voit, ils ont différentes structures et mécanismes pour aller les chercher. Et c'est ce qu'on va appeler la définition de la qualité. Donc, on va définir à partir de la qualité voulue et notre qualité à partir de la qualité voulue et de la qualité attendue. Par la suite, bien, les deux autres types qu'on a, soit la qualité rendue et la qualité perçue, nous permettent d'évaluer la qualité de nos soins et de nos services cette fois-ci. Donc, au niveau de la qualité rendue, on va retrouver des rapports des organismes d'agrément, d'inspection professionnelle, en milieu médical, toutes les activités d'évaluation de l'acte médical, tableau de bord, audit, étalonnage. Bon, encore là, comme on voit, il y a différents mécanismes et structures qui nous permettent d'aller voir c'est quoi notre qualité rendue. Et du côté de notre qualité perçue, pensons à l'examen des plaintes, des sondages de satisfaction, la voix des usagers, des employés, des partenaires, les groupes de discussion, qui sont encore là différents moyens d'aller regarder quelle est la qualité perçue de nos soins et de nos services. Quand est-ce qu'on va travailler en amélioration continue de la qualité? C'est d'abord quand on repère un écart entre la qualité rendue et notre qualité voulue, ou encore un écart entre la qualité perçue et la qualité attendue. Ces écarts-là deviennent des opportunités d'amélioration continue de la qualité. Puis c'est à partir de ça que le milieu va pouvoir identifier ce sur quoi il souhaite travailler en collaboration avec les agents d'amélioration continue de la qualité. La qualité aussi, comme je vous mentionnais dans sa définition, là, quelques diapositives plus tôt, elle est multidimensionnelle. Je dirais que quand on regarde différents réseaux de la santé ailleurs dans le monde et tout ça, des fois il y a 6 dimensions, des fois selon d'autres auteurs, il y en a plus, il y en a moins. Ce qu'on a retrouvé dans le fond, c'est 8 dimensions de la qualité qu'on retrouve au côté du Québec dans la loi des services de santé et des services sociaux. Les différentes dimensions de la qualité. On a l'efficacité dans un premier temps, qui est notre capacité finalement à améliorer concrètement la santé et le bien-être des usagers et de la population. On a également l'efficience qui, cette fois-ci, désigne la capacité d'utiliser des ressources qui soient humaines, matérielles, financières, etc., de façon optimale. Pendant l'efficience, on pourrait penser aussi de bien utiliser les compétences de nos différents professionnels dans des activités qui vont donner vraiment un impact sur les soins puis sur la santé des populations et des usagers. On a le volet de l'accessibilité qui est la capacité de donner des soins et services au moment requis et au bon endroit et au moment opportun. La continuité, qui est notre capacité de fournir des soins et services de façon intégrée et coordonnée, sans rupture.
le volet de la sécurité, qui est notre capacité à donner des soins et services sans compromettre la sécurité des usagers, du personnel et de la population. Donc, que s'assurer que nos soins et services soient sécuritaires. La réactivité, qui est notre capacité de s'adapter, dans le fond, par rapport aux valeurs, attentes et préférences des usagers. L'équité, donc notre capacité de rendre des soins et services, d'avoir un impact sans égard à l'éducation, le territoire, le groupe d'appartenance, religion, sexe, etc. Et finalement, la viabilité qui devient particulièrement pertinente dans un système public comme le nôtre, c'est la capacité, sous l'angle des ressources, encore là, humaines, matérielles, financières, etc., de répondre aux besoins actuels et aux besoins futurs de la population. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, je vous ai défini le volet de la qualité. Donc, avec ses différents titres, ses différentes dimensions. Maintenant, donc, on parle du concept d'amélioration continue de la qualité. Qu'est-ce que c'est l'amélioration continue de la qualité? C'est l'effort continu et combiné de toutes les parties prenantes d'une organisation, donc de tous ses acteurs. Qu'on parle des professionnels, médecins, professionnels en service social, en soins infirmiers, etc., les usagers, les chercheurs, les agents payeurs, les gestionnaires, les administrateurs, les enseignants et les apprenants dans un contexte GMFU, à faire des changements qui mèneront à de meilleurs résultats de santé pour les populations, de meilleurs soins et un meilleur développement continu des compétences professionnelles. Donc, c'est la définition qu'on a retenue pour l'amélioration continue de la qualité. Ce qui est au cœur de l'amélioration continue de la qualité, puis vraiment ce qui est le plus important, c'est la culture d'amélioration continue de la qualité, dans un premier temps. Quand on parle de culture, on parle de l'ensemble des postulats, des valeurs, des croyances qui sont partagées, puis qui régissent la manière de réfléchir, puis la manière aussi de se comporter dans une organisation, dans un site, dans une installation, un établissement. Quand on parle de culture, il y a différents comportements dans la littérature que les leaders devraient adopter pour développer cette culture. Évidemment, là, on peut en avoir différents selon des auteurs, mais ceux qu'on a retenus, qu'on trouve intéressants, c'est ceux qu'on vous présente là. Quand on vous parle des leaders, oui, on vous parle bien sûr du directeur médical, cadre intermédiaire, l'agent d'amélioration qui aura un leadership en amélioration continue de la qualité, mais également toutes les personnes dans la clinique qui ont un leadership naturel, qui sont présents, qui souhaitent que les choses s'améliorent, qui évoluent, puis qu'on puisse s'adapter à l'évolution des besoins de la population. Donc, les différents comportements qu'on souhaite retrouver chez ces leaders-là, c'est d'abord qu'admettre que des changements sont requis, puis d'avoir la volonté de les réaliser. C'est aussi d'avoir l'humilité de reconnaître que les différents membres de l'équipe et les usagers, ils ont des connaissances, des compétences, puis des expériences qui peuvent alimenter les travaux des leaders. Les leaders aussi devraient faire preuve de curiosité en expérimentant des changements. Également demeurer persévérant malgré des difficultés qui peuvent être rencontrées et finalement d'avoir une discipline personnelle et une certaine rigueur dans les pratiques d'amélioration continue de la qualité. Un autre concept qu'on retrouve dans le cadre, qu'on présente sommairement aussi, on sait que le RUIS de l'Université de Montréal ont fait de très beaux travaux, très pertinents, puis qui nous très enrichissants sur le concept de toute la collaboration de l'usager, de le partenariat qu'on peut créer avec eux, à la fois dans la prestation de nos soins et services, mais aussi dans l'organisation des soins et services. Donc, le cadre de référence jette quelques pistes pour réfléchir comment on peut intégrer l'expérience des usagers dans nos activités d'amélioration continue de la qualité. Et cette participation-là, comme dans les soins et services, peut se faire sous forme de continuum, de l'information au partenariat en passant par la consultation et la collaboration. Et dans le cadre des références, vous pourrez retrouver là, quelques exemples qui s'appliqueraient par rapport à l'amélioration continue de la qualité en GMFU, mais c'est vraiment quelques exemples parmi d'autres qu'on soulève pour amener les milieux à réfléchir à cet effet-là. C'est important de se rappeler, les milieux GMFU, le cadre de gestion le précise très clairement, ont 3 missions qui sont interdépendantes. On a les soins et services de qualité en collaboration interprofessionnelle. On a également la mission de l'enseignement et une mission particulièrement là, pour les apprenants en médecine familiale, mais également on pourrait avoir des apprenants dans d'autres disciplines aussi, et la mission de la recherche. Le cadre de gestion nous le rappelle, puis évidemment, nous, on doit travailler de façon cohérente avec ce qu'on retrouve dans le cadre de gestion, nous le rappelle que les GMFU, ils ont un rôle de prédilection comme un des points d'ancrage de la recherche en première ligne, puis c'est souhaité qu'ils participent à la stratégie de recherche axée sur le patient. Ça, c'est des choses qu'on retrouve directement dans le cadre de gestion GMFU.
On a travaillé, j'ai quand même travaillé, j'ai échangé avec différents chercheurs. Puis je vous dirais ça, c'est quelque chose qu'on va avoir aussi en évolution dans notre collaboration puis notre partenariat. Mais ce qu'on souhaitait mettre d'abord et avant tout de l'avant, c'est toute la complémentarité entre les approches de recherche puis l'approche d'amélioration continue de la qualité. D'abord, ces deux approches-là, qu'on soit en recherche ou en amélioration continue de qualité, on vise à avoir un impact sur les finalités du système de santé. Donc, ce qu'on souhaite, à la fois la recherche, le milieu de la recherche en soins primaires et le milieu de l'amélioration continue de qualité, c'est d'améliorer la santé de toute la population, d'améliorer l'expérience des soins et des services, d'optimiser l'utilisation des ressources et également de satisfaire et mobiliser les prestataires de soins et de services. Donc, ça, c'est les quatre grands buts de notre système de santé. Donc, qu'on soit en recherche ou en amélioration continue, on a cette visée-là au long cours. Les deux approches également, on met de l'avant le partenariat avec l'usager. On a un intérêt très grand pour l'accès aux données, qui est un intrant essentiel à la fois pour les activités de recherche et les activités d'amélioration continue de la qualité. Puis, on a un souci vraiment particulier pour le transfert et l'application des connaissances. Le milieu de la recherche génère de nouvelles connaissances, des nouvelles données probantes, des nouvelles bonnes pratiques et tout ça. Et en même temps, les agents le milieu clinique, les professionnels, puis ça fait même partie de leur responsabilité professionnelle, souhaitent être en phase et en adéquation avec ces différentes connaissances qui sont générées au niveau de la recherche. Et pour les travaux d'amélioration continue de la qualité, quand il s'en fait sur le terrain, on souhaite être en adéquation aussi avec les bonnes pratiques que le milieu de la recherche nous recommande. Donc, vous voyez qu'ici, on a vraiment un terrain très intéressant de collaboration et de partenariat avec le milieu de la recherche et le milieu de l'amélioration continue de la qualité. En même temps, c'est certain que les deux approches ont des distinctions également. Puis parfois, ça peut être difficile à identifier rapidement parce que bon, quand on regarde ça, à la fois la recherche puis l'amélioration continue partent de l'identification d'un problème, du développement puis de la mise en œuvre d'un changement ou d'une intervention, puis évaluent l'impact de cette intervention-là. Mais en même temps, ils ont des distinctions qui sont présentes, puis c'est essentiel de les reconnaître. À ce niveau-là, c'est certain que j'ai un temps limité quand même pour vous présenter un cadre de référence, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur les apprentissages d'une chercheur par rapport à ces distinctions-là entre les approches de recherche et d'amélioration continue, je me permets de vous référer au webinaire que Dr. Jenny Agerty avait animé le 9 juin 2017 sur le site de Réseau à Québec. Justement, le webinaire est toujours disponible. Donc, si vous voulez voir un petit peu les apprentissages que cette chercheur-là avait fait, c'était très intéressant. Ici, on vous amène quelques distinctions traditionnelles entre les approches de recherche, justement, peut-être une recherche plus traditionnelle et les approches d'amélioration continue de la qualité. Je ne vous en ferai pas une lecture exhaustive puis un partage exhaustif. Ça, je vais vous référer. C'est dans l'annexe 1 du cadre de référence, où on a un tableau résumé là, avec ces différents éléments-là. C'est un peu ce qu'on retrouve de façon classique dans la littérature comme distinction. Mais justement, nous, ce qu'on souhaite plus mettre de l'avant, réfléchir, puis continuer de co-construire ensemble, c'est tout le partenariat qui est possible entre les deux approches. Mould et Peterson, entre autres, nous amenaient à collaborer dans cette interface-là, entre la recherche et l'amélioration continue de la qualité, pour pouvoir assurer l'application, le transfert des connaissances et au bout du compte, toujours des meilleurs soins et services pour les usagers. Et les réseaux de recherche axés sur les pratiques de première ligne, à ce moment-là, ont un rôle essentiel justement comme point de rapprochement entre le milieu de la recherche et le milieu de l'amélioration continue de la qualité. Fait que pour nous, c'est certain qu'on va souhaiter travailler en forte collaboration avec les milieux, avec le milieu de la recherche et les réseaux les rappels. L'autre mission également, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, on a parlé de l'enseignement, on a abordé un peu l'enseignement, c'est important aussi d'aborder, on a abordé un peu le volet de la recherche, c'est important aussi d'aborder le volet de l'enseignement qui est une des 3 missions interdépendantes, qui sont aussi importantes les unes que les autres, et que le cadre de gestion nous le rappelle bien à ce niveau-là. Donc, les GMF universitaires sont des milieux d'enseignement. Donc, c'est un rôle essentiel de ces milieux-là. Quand on regarde l'enseignement, c'est certain qu'on va tout le temps se fier à des cadres de compétences et tout ça pour développer les compétences professionnelles, peu importe la profession. C'est certain que là, je vais plus vous parler peut-être du volet de médecine de famille, étant donné que c'est le milieu
tous les médecins de famille doivent faire leur résidence en GMFU, donc c'est un milieu propice à ça, évidemment, pour la formation des apprenants en médecine familiale. Dans le cadre de compétences des médecins de famille, donc le CADMED médecine familiale, il y a certaines compétences qui sont attendues en matière d'amélioration continue de la qualité, qu'on retrouve plus spécifiquement dans les rôles d'experts en médecine familiale et les rôles de leader. Donc, ce que je vous dirais sur ce volet-là, puis on continue, puis on le travaille justement en partenariat, puis on continue de réfléchir aussi avec les 4 départements de médecine familiale, mais c'est important que les GMFU demeurent un milieu propice pour le développement des compétences en médecine familiale et également pour le développement des compétences en amélioration continue de la qualité chez nos médecins apprenants. Fait que dans le fond, ce que le cadre de référence rappelle, c'est que ce qui est présenté à l'intérieur du cadre, c'est pour faire on souhaite justement au travers de tout ça que les GMFU demeurent des milieux propices pour développer également ces compétences-là en médecine familiale. Donc, je vous dirais, je vous ai dressé peut-être dans cette première partie de la rencontre différents concepts et tout ça. On pourra le faire évoluer dans le temps justement dans une future version 2. S'il y a d'autres concepts que vous jugez qui seraient vraiment intéressants qu'on partage à tous et tout ça, puis qui sont au cœur du rôle des agents d'amélioration continue de la qualité, puis toute l'approche d'amélioration continue de la qualité, on pourra le co-construire puis les réfléchir ensemble. Mais c'est les concepts de base qui avaient été déterminés pour intégrer à ce cadre de référence-là. Puis vous allez retrouver plus d'informations directement si vous en faites la lecture du cadre. L'autre partie de la présentation, c'était vraiment sur les rôles et responsabilités attendus des acteurs impliqués. J'ai tenté de vous en faire une synthèse. En fond, j'ai pas tout mis les rôles et responsabilités des différents acteurs, mais je vous en ai mis quelques-uns pour essayer d'un peu de cerner justement ces rôles-là. Cette partie-là de la présentation va être un peu en 2 étapes. Je vais vous présenter dans un premier temps le rôle des acteurs locaux du GMFU qui sont impliqués dans les activités d'amélioration continue. Par la suite, le rôle de quelques acteurs plus au niveau provinciaux. Et finalement, on va compléter cette section-là en vous présentant un organigramme qui, pour tenter dans le fond, faire une synthèse des liens qui existent entre ces différents acteurs-là. Donc, dans un premier temps, nos agents d'amélioration continue de la qualité. Avec le nouveau cadre de gestion, c'est des nouveaux professionnels, les agents d'amélioration continue de la qualité qui sont intégrés dans l'ensemble des milieux GMFU du Québec. Dépendamment de la patientèle inscrite et tout ça, ça va être un agent qui va être là à temps partiel ou à temps plein dans le GMFU. Certain que cet agent-là va être au cœur des projets pour coordonner les projets d'amélioration continue de la qualité dans son milieu. Ce qu'il va faire, vont faire toutes les activités qu'on peut penser autour de la gestion de projet, mais aussi tout ce qui peut être fait pour tenter de bien arrimer cette culture d'amélioration continue de la qualité-là au sein du GMFU. Il va avoir un rôle essentiel aussi de facilitateur de la pratique et un facilitateur clinique dans son milieu pour tout venir soutenir au niveau de la dimension humaine du changement puis de la pérennisation des différentes interventions qui sont réalisées, des différents projets qui sont réalisés. Et il va également être partie prenante pour tout faciliter le recours aux usagers partenaires dans les activités d'amélioration continue de la qualité. Je vous ai sélectionné ici quelques petits points, mais je dirais qu'il y en a près d'une quinzaine là, dans le cadre de référence, si vous voulez avoir vraiment plus de détails sur le rôle des agents d'amélioration continue de la qualité. Les agents d'amélioration continue de la qualité, bien évidemment, ça lui prend des gens au-dessus d'eux pour les dire ce sur quoi ils devraient travailler. C'est là que le rôle du personnel d'encadrement du GMFU devient essentiel. On se rappelle, j'ai utilisé le terme personnel d'encadrement. Dans le cadre de gestion GMFU, on fait référence au directeur médical et au cadre intermédiaire qui travaillent en co-gestion médico-administrative. L'agent d'amélioration continue de la qualité, comme les autres professionnels comme les autres professionnels du CIS ou du CIUS, du professionnel du GMFU, provient du CIS ou du CIUS et est placé sur l'autorité hiérarchique du cadre intermédiaire. Qu'est-ce qu'on entend par autorité hiérarchique? Toute la gestion de la ressource, je peux dire ça. Donc, gestion des vacances, gestion de la feuille de temps, gestion budgétaire liée au budget dans lequel l'agent d'amélioration est placé. Puis évidemment, il y a tout un respect des protocoles et procédures de l'établissement qui doit être en place. Donc, le suivi de ça, c'est sous l'autorité hiérarchique du cadre intermédiaire du GMFU. Par contre, la diade composée du directeur médical et du cadre intermédiaire, c'est eux qui vont déterminer c'est quoi les activités d'amélioration continue de la qualité que l'agent d'amélioration va venir coordonner. Donc, c'est quoi les projets qui vont devenir le plan de travail de notre agent d'amélioration continue de la qualité.
dans ce sens-là, c'est là qu'on vient le nommer que la DIAD, directeur médical et cadre intermédiaire, ont une autorité fonctionnelle sur l'agent d'amélioration continue de la qualité. C'est pas le cadre intermédiaire en silo qui va venir décider, ni le directeur médical. C'est cette DIAD-là qui va venir apporter toute la légitimité aux travaux des agents d'amélioration continue de la qualité. Ce qu'on retrouve essentiel aussi dans la littérature, c'est l'importance de venir considérer puis venir consulter les différents acteurs et parties prenantes locales de l'organisation. Ce qu'on voyait comme stratégie qui émergeait régulièrement, c'est de mettre en place un comité local d'amélioration continue de la qualité pour le GMFU, qui permet d'asseoir justement des représentants de ces différentes parties prenantes locales, pour soutenir l'identification puis la priorisation aussi des opportunités d'amélioration continue de la qualité. Ce comité local-là, où ça peut être adapté selon le milieu et tout ça, mais c'est l'idée d'avoir quelque chose qui est présent au long cours, qui est capable de suivre un petit peu justement qu'est-ce qui est en train de se travailler en termes de projet, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui survient, d'avoir les voix aussi des différents types de professionnels, des différents parties prenantes de l'organisation puis du GMFU qui sont là pour réfléchir ensemble sur l'évolution puis la priorisation des opportunités d'amélioration continue de la qualité. Pourquoi qu'on vient dire cette vision plus long terme-là? C'est quelque chose qui est un petit peu contraire à l'atelier d'amélioration continue de la qualité où une équipe plus restreinte va venir, puis ça n'empêche pas non plus du tout la tenue d'ateliers d'amélioration continue de la qualité. Au contraire, l'atelier d'amélioration continue de la qualité vont être présents peut-être de façon plus éphémère pour venir travailler sur un processus précis, sur un projet précis. Donc, c'est là que l'atelier va travailler le temps que ce projet-là va être en cours, mais une fois que le projet est réalisé, que les solutions sont implantées puis que le changement est pérennisé, ben, le comité, le groupe d'ateliers d'amélioration continue de la qualité, cette équipe-là sera plus présente, tandis que le comité local d'amélioration continue de la qualité, lui, va demeurer au long cours pour réfléchir à ça. C'est un peu ce qu'on retrouve comme recommandation dans des réseaux de la santé qui sont venus intégrer des agents d'amélioration, des facilitateurs de pratique. Un autre acteur local qui est très important, c'est les directions. Dans les CIS et les CIUS, chaque CIS et chaque CIUS ont une direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique. Ce que je vais dire pour les sites, parce que c'est un petit peu long à dire, je vais dire DQEPE. Si je vous parle de DQEPE, je vous parle de cette direction-là. Ces directions-là sont responsables de développer dans les établissements des méthodologies, des outils, des éléments pour venir soutenir toutes les activités d'amélioration continue de la qualité, la gestion de projet, tout ça. Fait que pour nous, c'est important, l'agent d'amélioration continue de la qualité, c'est un employé du CIS ou du CIUS, puis il a droit au même soutien que les autres employés qui font de l'amélioration continue de la qualité au sein du CIS ou du CIUS dans les différentes directions. Donc, pour nous, c'est important qu'il y ait cet arrimage-là avec les DQEPE de chaque CIS et CIUS pour bien comprendre et utiliser les méthodologies mises de l'avant dans l'établissement. Peut-être que, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de tout le déploiement des salles de pilotage, des stations visuelles. C'est des choses éventuellement, ça peut prendre du temps, mais qui pourront toucher les GMFU. Donc, c'est certain que c'est un leadership qui est porté par les DQEPE, mais il y a un travail de collaboration avec les agents qui pourra se faire éventuellement pour les salles de pilotage et les stations visuelles. Toute l'intégration des agents aussi dans les initiatives locales de partage de connaissances et de développement des compétences en amélioration continue. Et permettre aussi aux agents de s'inscrire dans la culture d'amélioration continue de la qualité de son GMFU et celle de son établissement, le vocabulaire et tout ça. Je vous dirais, peut-être en amélioration continue de la qualité, des fois, on pourrait dire que l'amélioration continue de la qualité, c'est comme une langue latine, mais on a du français, de l'espagnol, du latin, mais c'est pas tout pareil dans le fond. Fait qu'il faut être capable de s'adapter par rapport à la bonne méthodologie d'amélioration continue de la qualité de l'établissement. Pourquoi qu'on le recommande beaucoup, ce volet-là, c'est que c'est certain que dans un premier temps et tout ça, puis là, on est en train de développer puis de s'initier à cette approche-là et tout ça, les agents. Mais éventuellement, il y a des projets qu'on va peut-être vouloir travailler en collaboration avec des directions cliniques du CIS ou du CIUS. Pour vous donner un exemple, un GMFU qui est dans un réseau local de services où il y a un grand vieillissement de la population, pour dire quelque chose, puis on voit que la patientèle inscrite est de plus en plus âgée, pour dire, on aimerait ça revoir une des dimensions de la qualité qui est la continuité
qualité, donc toute la continuité des soins et services, puis le travail en partenariat qu'on peut se faire avec la direction de soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIS ou du CIUS. Donc, c'est certain que si l'agent d'amélioration qui est au GMFU et son vis-à-vis au soutien à l'autonomie des personnes âgées, le professionnel qui fait de l'amélioration continue de la qualité dans cette direction-là, parle le même langage, utilise la même méthodologie et tout ça, on va venir faciliter ces travaux de partenariat, de collaboration-là. Donc, vous comprendrez que c'est pour ces raisons-là que pour nous, les DQE-PE sont également un partenaire très important. Les différentes personnes qu'on vous a présentées jusqu'à présent, vous l'avez vu, c'est tous des acteurs au niveau local auxquels on reconnaît un très grand leadership dans toute l'identification des opportunités puis les travaux d'amélioration continue de la qualité au niveau local. Au niveau provincial, il y a peut-être deux acteurs que je vais vous présenter ici, qui ont des rôles et responsabilités aussi. D'abord, le conseiller cadre en amélioration continue de la qualité, mais ça, c'est moi. J'ai différents mandats, mais notamment celui de coordonner l'action des agents d'amélioration continue dans l'ensemble des GMFU situés sur le territoire du Québec, de m'assurer aussi de les réseauter, de les tirer des apprentissages les uns des autres, réfléchir, d'aller regarder justement c'est quoi les ressources, comment on peut s'aider les uns les autres dans nos différents projets d'amélioration continue de la qualité. Puis il y a tout un support conseil lié à la promotion, la prévention, l'analyse, puis la révision des processus et la recherche de solutions à laquelle je peux apporter justement un soutien. Donc, c'est par deux de mes différents mandats. Il y en a d'autres également, ne serait-ce que l'élaboration du cadre de référence en était un, et maintenant la diffusion que je suis en train d'en faire, notamment aujourd'hui avec vous. Pour m'aider dans le cadre de mes travaux, dans le fond, j'ai bénéficié du soutien d'un comité aviseur. Le comité aviseur, c'est une quinzaine de personnes environ. Ce sont des représentants qui proviennent de l'ensemble du territoire québécois. C'est des représentants des différentes parties prenantes importantes qu'on retrouve en GMFU. On retrouve sur ce comité aviseur-là à la fois des représentants du milieu des CIS et des CIUS des établissements, du milieu GMFU, on retrouve des cliniciens, un agent d'amélioration continue, des gens du milieu de l'enseignement, des gens du milieu de la recherche, des usagers partenaires. Donc, on est quand même un groupe vraiment intéressant, puis c'est une belle dynamique déjà qu'on s'est créée là, sur le comité aviseur de co-construction et de travail. Si vous voulez avoir plus de détails vraiment sur l'ensemble des rôles et responsabilités de ce comité aviseur-là, je vais vous référer vers le document qui est sur mandat qui est disponible notamment sur le site de Réseau 1 Québec. Mais je vous ai mis ici là globalement quelques éléments qui font partie de son mandat de favoriser une compréhension commune des enjeux liés à l'intégration des agents et du conseiller cadre, de réfléchir, discuter, prendre position des questions stratégiques du conseiller cadre aussi, de proposer des pistes de solutions, de donner des conseils, faire des recommandations. Moi, on se rencontre 4 fois par année et je leur propose des pistes, on échange et tout ça, mais en sortant de ces rencontres-là, pour moi, c'est toujours clair, c'est quoi mes livrables prioritaires qui s'en viennent pour les prochains mois. C'est vraiment eux qui me donnent la légitimité d'avoir ces livrables-là comme travaux prioritaires. Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, je conclue cette section-ci en vous présentant un organigramme pour essayer de comprendre un petit peu justement les différents rôles et responsabilités des acteurs. Ce qu'on retrouve dans le bas, on se rappelle, la ACQ, c'est l'agent d'amélioration continue de la qualité. Il y a une flèche pleine. Quand on a une flèche pleine, c'est une autorité hiérarchique. Donc, la personne qui est responsable de tout le processus d'embauche, la paye et tout ça, c'est son cadre intermédiaire. Mais on voit les pointillés dans le fond sur la présentation. La flèche pointillée qui vient autour de la case orange, c'est vraiment la diade du directeur médical et du cadre intermédiaire qui détermine en co-gestion médico-administrative, en autorité fonctionnelle sur l'agent, les travaux sur lesquels vont devoir porter ces activités. Pour pouvoir le faire, il bénéficie la cogestion médico-administrative et également l'agent aussi par le fait même de la collaboration et du partenariat de la DQEPE, donc la direction responsable du CIS pour tout ce qui est le volet qualité, évaluation, performance éthique, et ce qu'on a dit comité local ou autre structure au sein du GMFU pour considérer le point de vue des parties prenantes au niveau local. Donc, à gauche, on retrouve vraiment au centre et à gauche le niveau local. Et ce qu'on retrouve un petit peu plus à droite, dans le fond, c'est le soutien qui est là au niveau provincial. Donc, le CCACQ, c'est moi, le conseiller cadre. Je travaille en collaboration et partenariat avec la DIAD de co-gestion médico-administrative de chaque GMFU. J'ai quand même une autorité
autorité fonctionnelle également sur les agents, ne serait-ce que par la différente documentation que je produis et tout ça qui vient préciser des rôles et responsabilités. Tout dans le réseautage, le soutien professionnel également que j'apporte aux agents. Je suis attaché aussi dans le réseau à quelque part, je suis attaché à comme autorité hiérarchique, c'est la DQEPE d'un CIUS. Dans ce cas-là, c'est le CIUS de la capitale nationale qui a obtenu le mandat provincial d'accueillir le CCACQ et de soutenir l'amélioration continue de la qualité dans l'ensemble des GMFU du Québec. Mais encore là, on parle d'une autorité hiérarchique. On se rappelle, c'est la même chose, c'est vraiment la gestion plus de la ressource budgétaire, vacances, feuilles de temps et tout. Tandis que mon autorité fonctionnelle provient vraiment à ce moment-là de mon comité aviseur qui, lui, donne la légitimité de mes travaux et me soutiennent là, pour identifier les différents livrables prioritaires. Dernière petite section que je vais vous présenter, la notion de programme local d'amélioration continue de la qualité qu'on retrouve là, dans ce cadre de référence et certains modèles de référence, un petit mot sur les modèles de référence en amélioration continue de la qualité. La notion de programme local d'amélioration continue de la qualité, je dirais qu'on le retrouve à différents endroits, différents auteurs de ça qui nous le recommandent. Pourquoi un programme? Pourquoi le mot programme local d'amélioration continue? Un programme, c'est un groupe de projets qui sont apparentés, dont le management, la coordination, ça, c'est coordonné afin de tirer des avantages puis une maîtrise que n'apporterait pas un management individuel. Donc, ce que ça implique, c'est qu'on travaillera pas nos projets d'amélioration continue de la qualité en silo. On va les regarder d'une façon on va les regarder je voudrais dire avec un point de vue d'ensemble et tout ça, on va regarder qu'est-ce qu'on priorise, c'est quoi qui a le plus rapidement d'impact, qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis selon la capacité aussi de l'agent d'amélioration continue de la qualité, l'évolution de sa capacité de travail, ben, tout ça va être inscrit dans le programme local. Dans le fond, le programme local, dans le cadre de référence, il y a différents éléments qu'on retrouve. Ça, c'est peut-être ce qu'on voyait dans d'autres réseaux de la santé, ce qui est recommandé de mettre dans un programme local d'amélioration continue de la qualité. Je vous en ferai pas une lecture exhaustive, mais on voit vraiment tout qu'est-ce qu'on entend par qualité, c'est quoi la structure du programme, le comité local ou autre moyen d'aller chercher l'opinion des parties prenantes. Les grands objectifs qui vont être travaillés aussi d'ici la prochaine actualisation du programme local d'amélioration continue de la qualité. Donc, le programme local va être idéalement, ce qu'on recommande, c'est de développer un programme local, que le cadre intermédiaire et que le directeur médical donne toute la légitimité à ce programme local-là, en reconnaissent ce qu'on retrouve à l'intérieur. Et ce programme local devient un peu le plan de travail de l'agent d'amélioration continue de la qualité. Il voit c'est quoi les différents projets d'amélioration, puis les priorités qui ont été accordées, et va commencer à pouvoir faire différentes activités d'amélioration continue de la qualité à partir de ce programme local-là. Au niveau des modèles de référence en amélioration continue de la qualité, premier élément, c'est un petit peu comme qu'on vous l'a dit quand on vous a présenté le rôle des DQEPE, c'est que les agents devraient utiliser une approche puis des outils qui sont cohérents avec les pratiques d'amélioration continue de la qualité qui ont été développés dans leur établissement d'appartenance. C'est le premier élément, première idée qu'il faut se souvenir dans le fond quand on aborde les modèles de référence. Globalement, au niveau des modèles de référence dans la littérature, il y en a deux qui émergent là, plus principalement. Il y a l'approche Lean, qui a particulièrement pris de l'ampleur dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis le début des années 2010. Et on a tout le modèle de l'amélioration continue qui est soutenu par l'Institute of Healthcare Improvement aux États-Unis, les fameux cycles PDCA et tout. Il y a un auteur, il a comparé les deux approches parce justement, finalement, est-ce qu'il y a tant de ça de différence et tout ça? Ce qui vient dire, oui, c'est certain qu'il y a des différences, mais les deux modèles sont harmonieux dans leur conception, leur philosophie, puis sont également complémentaires dans la pratique. Donc, on n'a pas pris position sur un modèle ou un autre là, dans le cadre de référence. On réfère vers la DQEPE pour travailler de façon coordonnée avec eux, mais on en fait une présentation sommaire quand même des deux modèles de référence dans le cadre des deux modèles d'amélioration continue dans le cadre de référence. Je ne vous présenterai pas tout ça, mais quand même, je me permets, avant de conclure notre cadre de référence, on présente un modèle logique de l'amélioration continue de la qualité en GMFU, où ce qu'on retrouve là, pas mal les différents éléments qu'on s'est parlé, qu'on parle de culture, de différentes dimensions de qualité, des différents mécanismes pour aller évaluer notre qualité voulue, rendue, tout ça, tout pour aller chercher des opportunités. Donc, tous ces éléments-là, vous allez les retrouver de façon synthèse et globale dans le modèle logique de l'amélioration continue de qualité en GMFU que vous retrouvez dans le cadre de référence.
Donc, je vous dirais, ça me permet tranquillement de conclure ma présentation, justement, vraiment plus sur le cadre de référence en tant que tel. Juste avant de conclure, peut-être vous dire, Réseau 1 Québec et moi-même, dans le fond, le CCACQ, on a vraiment un souci très important de développer notre partenariat, notre collaboration. Puis c'est dans ce sens-là qu'on a développé en collaboration une page sur l'amélioration continue de la qualité pour vous permettre d'avoir plus facilement accès à tous les gens intéressés sur ces travaux-là, qu'est-ce qui se passe, la différente documentation produite, les bulletins d'information que je transmets dans le réseau. Vous allez retrouver tout ça sur le site de Réseau 1 Québec. Quand vous allez sur le site, si vous choisissez l'option Recherche et ressources, le premier élément que vous pouvez cliquer, c'est Amélioration continue de la qualité. Si vous avez plus d'intérêt, je vous invite à aller consulter cette page-là. Ce qui me permet d'arriver à ma conclusion. Donc, on se rappelle, le but premier de ce cadre de référence-là, c'est de définir des bases conceptuelles pour permettre une compréhension commune de ce qu'est l'amélioration continue de la qualité. Également, de donner des indications précises sur les rôles et responsabilités des différents acteurs. Si vous voulez vraiment avoir plus de détails là-dessus et tout ça, évidemment, je vais vous référer vers le cadre de référence. Le cadre de référence donne vraiment un leadership très important au niveau local dans tout le choix des opportunités d'amélioration continue de la qualité. C'est pas de mon côté comme conseiller cadre, en n'ayant pas une bonne connaissance de la réalité terrain de chaque GMFU qui va venir dire, ben vous devriez travailler là-dessus. On vous laisse au niveau local le choix des opportunités d'amélioration continue de la qualité qui souhaitent travailler et on va les soutenir à ce niveau-là dans les différents projets, dans le réseautage, dans l'arrimage, puis dans la littérature qui peut exister sur les choix qu'ils auront fait de projets. Donc, comme je vous l'explique un petit peu, il y a différentes modalités d'accompagnement des milieux au niveau provincial qui sont déjà mis en place puis qu'on continue de développer et de mettre en place. Et on accorde beaucoup d'importance aussi à la diffusion des apprentissages qui sont réalisés dans le cadre des projets d'amélioration continue de la qualité. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on commence à travailler un petit peu plus. Les agents ne sont pas tous entrés encore. Où est-ce qu'on en a? On est environ 75% des milieux GMFU qui ont intégré leur agent. Il y en a que ça fait plusieurs mois, il y en a que ça fait quelques semaines. Donc, évidemment, on adapte notre soutien par rapport à ça. Mais déjà, les agents commencent à s'échanger entre eux là, différents apprentissages, des outils, des éléments qui réalisent dans le cadre de leurs activités. En termes de Médiacafé, référence, j'ai pas nommé tous les auteurs, je les ai pas tous ramenés pour question d'alléger le texte de la présentation, mais l'ensemble de ce qui vous a été présenté repose sur des auteurs et tout ça, et toutes les références sont disponibles directement dans le document, dans la première version de notre cadre de référence en lien avec l'amélioration continue de la qualité. Ce qui me permet d'arriver à la période de questions. Fait que pour faciliter le tout, je vais passer l'animation à la co-animatrice. Peut-être juste vous dire, on sait que ça a suscité l'intérêt de plusieurs participants. Pour les quelques minutes qui nous restent, on n'est pas certain qu'on va être en mesure de répondre à l'ensemble des questions, mais ne pas hésiter à communiquer avec moi s'il y a vraiment des questions plus précises, stratégiques, et ça va me faire plaisir d'y répondre également. Et je crois que s'il y a des questions écrites, Réseau 1 va pouvoir, mais qu'on n'a pas le temps de répondre, Réseau 1 va pouvoir me les transmettre également. Donc, voilà. Et merci beaucoup, Jean-Luc. C'était super intéressant. Puis je suis pas la seule à le penser. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit là, pendant la présentation. C'était vraiment clair, super intéressant. Puis certainement, je pense que ça va susciter beaucoup de questions. Donc, pour les questions, la manière que ça fonctionne, juste pour vous rappeler, vous pouvez poser une question oralement en levant la main, donc en cliquant sur le petit icône de la main. On ouvrira votre micro pour vous donner la parole. Ou sinon, vous pouvez aussi nous écrire vos questions dans la boîte de questions et puis on va les lire à Jean-Luc pour qu'il puisse y répondre. Donc, je vais juste ouvrir la petite boîte ici. Donc, juste en attendant que les gens sont en train d'écrire leurs questions, nous dire juste un petit peu plus sur le profil des agents continus de la qualité. Donc, ils ressemblent à quoi? C'est quoi leur background professionnel? C'est quoi la formation que vous leur offrez? Puis, est-ce qu'il y a une communauté de pratique qui est prévue pour qu'ils apprennent des apprentissages? Je sais que tu l'as mentionné un peu à la fin, mais... Okay. Oui, tout à fait. Donc, de premier temps, je dirais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le profil est très riche. On a à la fois
à la base, c'est tous des gens qui ont au minimum un bac. Certains ont des maîtrises. C'est le niveau maîtrise, c'est au niveau local que ça peut être déterminé comme critère. J'ai des gens qui proviennent, bon, j'ai des gens en service social, soins infirmiers, nutrition, donc on a à la fois des professionnels au niveau clinique. On a aussi des gens qui proviennent de d'autres milieux. J'ai des gens en relations industrielles, en anthropologie, mais qui se sont intéressés puis qui travaillent depuis peut-être une dizaine, une quinzaine d'années dans le réseau de la santé, comme gestionnaire de projet. Donc, je pense que tout ça ensemble va devenir vraiment une communauté très riche qu'on va pouvoir tirer des apprentissages des uns des autres. En effet, pour le volet formation, on est en train de regarder justement comment on va pouvoir soutenir en termes de formation et tout ça, le développement des compétences, au moins certaines compétences de base en amélioration de contenu de qualité. Donc, ça fait partie de mes différents travaux actuellement. Pour le volet communauté virtuelle de pratique, il y en a déjà une de lancée. On l'a construit sur le site de la communauté virtuelle de pratique en amélioration continue, le site de la CVPAC, ce qui permet à la fois aux agents d'avoir un espace thématique seulement pour eux sur l'amélioration continue de la qualité en GMFU. On a déjà quelques forums qui commencent à s'animer à ce niveau-là, entre autres intégration des infirmières auxiliaires, UFCI, des thèmes comme ça qui émergent dans le fond des agents d'amélioration, puis les gens commencent à échanger à ce niveau-là. Et également, ça leur donne accès à le même site CVPAC, dans le fond, communauté virtuelle de pratique. C'est également le repère pour tous les gens en amélioration continue en amélioration continue pour l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, on peut même aller voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres établissements et tout ça, puis avoir accès à des webinaires, puis plein de sources également et d'informations sur l'amélioration continue dans le réseau de la santé et des services sociaux québécois. Wow, super, merci. Il y a Matthew Miner qui a la main levée, donc si on peut ouvrir son micro. Oui, donc merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette présentation. C'était vraiment excellent et très, très clair. Donc, puis, je veux toucher sur quelque chose que tu as soulevé lors de ta conclusion, les apprentissages que les équipes vont faire, des agents, puis dans leur GMFU, puis comment capturer ces apprentissages puis les partager. Parce que, de plus en plus, on voit cette notion d'un système de santé apprenant qui semble gagner en popularité. Puis, c'est sûr que dans les GMFU, ils vont pouvoir faire certains apprentissages, mais comment est-ce que c'est quoi les mécanismes que vous voyez pour, mettons, partager ces connaissances, faire en sorte qu'on contribue à une connaissance plus collective? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire par CIS ou CIUS ou quelque chose qui est encore plus large, des forums d'échange et autre chose? Comment est-ce que vous voyez ça pour l'instant? Donc, peut-être, puis évidemment, ce sera quelque chose qui sera en évolution, puis vous aurez peut-être d'autres bonnes idées à nous partager à ce niveau-là. Dans le transfert, puis l'apprentissage, la co-construction qu'on fait ensemble, certains qui s'en passent sur la communauté virtuelle de pratique, puis on l'a initié, ça fait un mois et demi, donc ils s'en passent là du partage. Également aussi, je suis en contact avec les différents milieux, puis je souhaite l'aide de plus en plus également, pour venir justement essayer de saisir des opportunités de bon coup. Déjà, même hier, j'ai un gestionnaire qui m'écrivait communiquer avec telle agente, elle a un bon coup à te partager, tout ça. Et j'ai un autre moyen de communication qui sont mes bulletins d'information du CCA-CQ qui sont transmis à l'ensemble des milieux GMFU qui sont déposés sur le site de Réseau 1 au directeur du département de médecine familiale aussi, on s'est créé une bonne base de diffusion là, par rapport à ça. Et ce qu'on souhaite, c'est intégrer justement un espace bon coup là-dedans en disant, ben OK, il s'est fait des projets, tout ça. Mais il faut laisser le temps au projet de se construire et tout, mais d'utiliser ce moyen de communication que j'ai sur une base quasi mensuelle avec l'ensemble des milieux pour venir partager les apprentissages qui sont réalisés, puis qui peuvent même susciter des réflexions, peut-être même des sujets intéressants de recherche aussi pour des chercheurs aussi là, qui sont intéressés par les soins primaires. Et merci beaucoup. Merci. On a une question de Jennifer Daha qui nous demande quelle est la différence entre le cadre de gestion GMFU du ministère paru en 2016 et le cadre que vous avez sorti, les grandes différences? Okay. Le cadre de gestion du ministère, en fait, les deux n'ont pas les mêmes objectifs en partant. Déjà, moi, de mon côté, comme conseiller cadre et même les agents d'amélioration continue de la qualité n'existeraient pas si le cadre de gestion des GMFU n'avait pas été précédé, dans le fond. Le cadre de gestion, il y a un cadre, il y a une nature administrative, c'est ce qui vient définir l'allocation des ressources en milieu GMFU selon certaines balises, également qui nous rappelle la vision du Centre de médecine de famille du Collège de médecine de famille du Canada comme vision vers où on devrait s'en aller, qui nous donne ces grandes balises-là, mais par la suite,
reconnaît selon le nombre de patients inscrits, tout ça, le nombre de professionnels et de ressources qui sont allouées aux différents milieux GMF universitaires. Donc, ça, c'est un volet. Le cadre de référence, vraiment, est sur un des piliers, justement, du Centre de médecine de famille, qui est l'évaluation et l'amélioration continue de la qualité, mais qui le contextualise à notre milieu québécois, à peut-être l'innovation aussi qu'on a dans notre milieu d'intégrer des agents d'amélioration qui vont venir en facilitation de la pratique dans les soins primaires et tout ça. C'est nouveau et tout. Donc, c'est pouvoir mettre les premières bases, justement, pour faciliter le travail. Je ne sais pas si ça peut un peu répondre au questionnement de clarification entre les deux documents. Merci. On a une autre question de Joël Corriveau qui demande, faites-vous une distinction entre les agents d'amélioration continue de la qualité des GMFU publics versus les GMFU privés concernant leur mission? Je dirais la vision au bout du compte demeure la même, c'est d'essayer de s'arrimer le plus possible avec le modèle CMF, le modèle de centre de médecine de famille, qu'on soit hors ou intra-établissement. C'est certain qu'il y aura des différences dans les pratiques en GMFU, intra ou hors établissement également. Il y a des choses qui doivent s'arrimer, mais en même temps, les professionnels qui sont déployés, qui proviennent des CIS et des CIUS, doivent également respecter certaines orientations, protocoles, procédures qui proviennent, par exemple, de la direction des soins infirmiers, direction des services multidisciplinaires. Donc, il y a ce volet-là. En même temps, c'est de la population qui est inscrite, qui a des besoins de santé, des besoins de services sociaux, comment qu'on s'assure de bien répondre à leurs besoins, puis qu'on arrime, puis qu'on fait évoluer aussi nos services en fonction de l'évolution des connaissances. Le contexte n'est pas pareil, mais je pense que qu'on provienne d'un milieu intra-établissement ou hors établissement, on va pouvoir tirer beaucoup d'apprentissage puis de pouvoir se partager beaucoup mutuellement. Donc, c'est un petit peu mon point de vue à ce niveau-là. Mais c'est certain que je suis conscient que je vais devoir arrimer aussi le soutien que j'amène aux agents qui sont hors établissement, qui ne sont pas exactement de la même façon que ceux en établissement. Super, merci. On a une question de Francesca Luconi qui, je vais traduire, là, mais elle demande comment est-ce qu'on développe un partenariat entre les développements professionnels continus et les acteurs de la qualité, de l'amélioration de la qualité. Okay. Pour le développement professionnel continu, je vais m'essayer un petit peu sur deux voies. Donc, c'est certain qu'on a les professionnels qui proviennent du CIS ou du CIUS, donc les équipes professionnelles qui arrivent dans les milieux GMFU. Certains que leur pratique, la vigie sur les pratiques professionnelles proviennent souvent de directions conseils telles que la direction des soins infirmiers ou la direction des services multidisciplinaires qui peuvent donner justement des guides de pratique, des normes, des standards de qualité, tout ça. Donc, eux peuvent nous donner un soutien justement pour toute l'équipe qui est en place. La direction clinique aussi, d'où proviennent les professionnels qui sont du CIS ou du CIUS qui intègre le GMFU. Et là, ça provient tous de directions cliniques différentes dépendamment des milieux. Donc, je ne peux pas en nommer une en particulier là-dessus, mais aussi qui ont un soutien pour le développement des pratiques. Donc, il y a ce volet-là qui vont venir nous donner finalement, c'est quoi la qualité qui est voulue par rapport à ces pratiques professionnelles-là, puis on va pouvoir regarder est-ce qu'on est en équation ou non avec la qualité qui est rendue par nos services professionnels. Si c'est des écarts qui peuvent être constatés, ça peut devenir des projets d'amélioration continue de la qualité. Il pourra déterminer au niveau local c'est quoi la priorité de cette opportunité-là. Au niveau médical, entre autres, notamment beaucoup via l'évaluation de l'acte qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années, qui nous permet de dégager justement des endroits d'écart où ce qu'on peut avoir à améliorer nos soins, nos services. Donc encore là, c'est une autre bonne façon de venir déterminer des opportunités d'amélioration continue, de les prioriser puis de les travailler en collaboration avec les agents. Super, merci. J'ai une question je m'excuse, Najib Mokraoui, qui dit très belle présentation. Selon vous, où se situe la différence entre les agents d'amélioration de la qualité et les facilitateurs d'amélioration de la qualité? Je dirais, le titre qui a été retenu pour nos agents, c'est des agents d'amélioration continue de la qualité. Professionnellement, là, dans la structure des CIS et des CIUS, on parle d'APPR, agent programmation, production et recherche, mais au-delà de ça, c'est des rôles des gens qui sont des agents d'amélioration continue de la qualité et qui se retrouvent principalement dans un rôle de facilitateur de la pratique, en effet. Je vous dirais que je me suis beaucoup basé, entre autres, sur un guide là, des Practice Facilitators américains pour développer le rôle et tout ça pour nos agents d'amélioration continue de la qualité. Donc, il y a une très grande proximité, là, en effet, entre les deux.
facilitateur, ça se ressemble vraiment beaucoup au niveau conceptuel, je dirais. Mais question de pas trop mêler les gens, étant donné qu'un peu partout, on parle d'agent d'amélioration continue de la qualité. Dans le cadre de gestion, tout ça, c'est vraiment le terme qu'on a retenu le plus là, pour le cadre de référence. Merci. On a une autre question de Jennifer qui demande qui fait le choix localement par territoire du cadre de référence, soit basé sur le Lean ou sur le High ou un peu des deux? Le choix, en fait, ce qu'on recommande aux gens, c'est vraiment encore là de s'arrimer avec la DQEPA de leur établissement. Comme je disais, qui ont qui ont beaucoup plus de ressources pour donner du soutien au niveau méthodologique, qui voient où ce qu'on s'en va aussi, où ce que la direction d'où viennent les professionnels du CCCIUS et le cadre intermédiaire s'en vont en termes d'amélioration continue aussi. Donc, tout cet arrimage-là devrait se travailler, mais je dirais de plus en plus, il y a même au-delà du Lean, au-delà de IHI, tout ça, on se développe aussi un langage québécois en amélioration continue de la qualité qui se prend de plus en plus de place. On utilise beaucoup plus de termes francophones maintenant aussi en amélioration continue. Puis on se rappelle que les deux approches sont compatibles dans le fond, puis respectent une même philosophie qui est commune, qui est qui part de la culture, qui dit que tous et chacun peuvent être impliqués, que c'est important d'aller chercher la voix des usagers, la voix des cliniciens. Donc, il y a beaucoup de bases communes. Je dirais sur le volet méthodologique, les outils et tout ça, le mieux, c'est d'aller s'arrimer avec les DQEPA de chacun des établissements. Mais au-delà de ça, ça nous permet, même si on ne parle pas exactement toujours les mêmes mots de langage et tout ça en termes méthodologiques d'amélioration continue, ça ne nous limitera pas de tirer des apprentissages les uns des autres des milieux GMFU partout au Québec. Ça, j'en ai aucun doute. Super. C'est encore Jennifer qui te relance. Dernière question qu'elle dit sur le comité aviseur national. Tu as mentionné un peu, mais qui siège à ce comité-là et quelle est la relation qu'on a avec la direction de la première ligne du ministère de la Santé et des Services sociaux? OK. Pour la liste des participants, peut-être que je peux vous dire, étant donné d'abord, si les gens sont beaucoup intéressés par le milieu de la recherche en soins primaires, ce que je peux vous dire, c'est que les représentants du milieu de la recherche, on a Dr Vanas qui est présent, Dr Alain Vanas, directeur de la composante de l'accès aux données là, à l'unité de soutien SRAP Québec. Et on a M. Yves Couturier, qui est directeur scientifique de Réseau 1 Québec, là, qui va intégrer notre comité à partir de sa rencontre du mois de décembre. Donc, c'est peut-être les voies de la recherche. Je dirais, avant de donner l'ensemble des noms de participants et tout ça, je vais les consulter pour la prochaine rencontre s'ils souhaitent qu'on puisse partager at large tous les noms des gens du comité. Mais je vous dirais que c'est quand même une bonne représentation des différentes parties prenantes qu'on a, puis des gens intéressés puis qui ont à cœur là, le développement des milieux GMFU au Québec. Sur la place du ministère, puis plus spécifiquement de la direction de la DOSPI, dans le fond, de la direction d'organisation des services première ligne intégrée qui chapeaute le dossier GMFU, GMFR. Ils ont une place sur le comité aviseur parmi les autres participants. Donc, sur les 15, ils ont une voix aussi parmi les autres et on échange au co-construit avec eux. Puis, justement, ils ont c'est Madame Landry, Geneviève Landry, directrice qui était sur notre comité aviseur, fait partie de la révision du cadre de référence, puis ils sont d'accord aussi avec ce qu'on retrouve là, comme approche puis comme principe directeur dans le cadre. Donc, c'est la contribution qu'on a puis la collaboration qu'on a avec la DOSPI, c'est via le comité aviseur comme pour les autres parties prenantes. Merci beaucoup. Il y a Mathieu Mineur qui demande, est-ce que les comités locaux d'amélioration continue de la qualité représentent une opportunité pour les chercheurs de se rapprocher des milieux cliniques pour favoriser l'amélioration continue de la qualité et la recherche? Je pense que tout à fait. Je pense que les comités locaux, les programmes locaux aussi, de voir un peu qu'est-ce qui a été retenu comme principe puis comme priorité d'amélioration continue, peuvent pister aussi sur le volet de la recherche pour voir comment on peut s'assurer du bon transfert et d'application de connaissances sur les différents projets d'amélioration qui ont été ciblés. Puis en effet, de venir un peu consulter à la fois les usagers, parce qu'on recommande d'en intégrer sur les comités locaux, donc à la fois des usagers, des cliniciens, même les gens du personnel de soutien administratif, les gens qui sont aussi en position d'autorité dans le GMFU, justement, qui puissent échanger ensemble. Puis ça peut être intéressant de venir les consulter aussi sur des volets de recherche. Je pense que oui, ça peut être une belle opportunité pour les chercheurs de se rapprocher des milieux. Tout à fait.
Bon, mais merci beaucoup. Là, je vois le temps qui file. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les faire parvenir. Donc, soit à Sabrina ou à moi ou à Jean-Luc directement, mais on va lui faire suivre sinon si on les reçoit. Donc, merci encore beaucoup, Jean-Luc, pour la présentation. Il y a tellement de commentaires en ligne qui nous écrivent que c'est vraiment une excellente présentation et qui te remercient pour la présentation. Je pense que c'est vraiment le début d'une belle histoire. Donc, pour les autres, juste vous rappeler le prochain webinaire le 15 décembre, il va être donné par Joyce Dunbach qui va parler des ateliers délibératifs, donc pour impliquer les gestionnaires dans la recherche axée sur le patient. Vous rappelez aussi que nos webinaires sont accrédités et disponibles sur YouTube. Donc, si vous avez des collègues qui n'ont pas eu la chance de voir, vous avez manqué des bouts, ils vont être disponibles sur YouTube. Vous allez pouvoir les réécouter. Aussi, si vous n'êtes pas encore membre, devenez membre du réseau 1, c'est gratuit, c'est rapide, c'est facile. On va aussi vous envoyer un sondage après ce webinaire-ci pour avoir votre opinion. Si vous avez des suggestions pour des nouvelles idées, des suggestions pour améliorer le format des webinaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées. Si vous avez des questions, écrivez-moi, écrivez à Sabrina. Donc, juste notez que l'adresse de Sabrina a changé si vous l'aviez déjà. Et puis, sinon, mais on se revoit au mois de décembre. Merci encore beaucoup, Jean-Luc, pour ta présentation. Et puis, bon vendredi après-midi à tout le monde. Merci, un grand merci à tout le monde pour votre participation également. Merci.